Une femme pauvre avec une petite fille s'est approchée du millionnaire et a dit « Votre fille est malade. Pouvez-vous aider ?» Ce que le millionnaire a fait a laissé tout le monde sans voix. Le ciel gris de Paris semblait refléter l'âme tourmentée de Gabriel Moreau. Les gouttes de pluie s'écrasèrent contre la vitre de sa Mercedes, tandis que son chauffeur naviguait habilement dans la circulation chaotique des Champs-Élysées. Gabriel, le regard perdu sur l'écran de son portable, parcourait distraitement les derniers rapports financiers de son empire immobilier. À 32 ans, il avait transformé l'entreprise familiale en un géant qui brassait des milliards d'euros, mais aucune réussite professionnelle ne parvenait à combler le vide qui le dévorait depuis ce jour fatidique. 8 ans plus tôt, Clara Dumas, son nom résonnait encore dans sa tête comme une mélodie inachevée. Elle avait disparu sans explication, sans adieu, sans laisser de traces. Une matinée ordinaire. Elle était simplement partie, emportant avec elle tous leurs rêves et cette étincelle qui faisait battre son cœur. « Monsieur, nous serons bloqués au feu rouge pendant un moment. Il y a des travaux plus loin, » annonça son chauffeur. Gabriel hocha distraitement la tête. Pendant 2 années entières après sa disparition, il l'avait cherché obsessionnellement. Détective privé, annonce dans les journaux, recherche dans chaque recoin de la France, jusqu'à ce qu'il accepte la douloureuse vérité. Elle ne voulait pas être retrouvée. La pluie redoublait d'intensité, transformant l'avenue en un miroir liquide où se reflétaient les lumières des vitrines luxueuses. Gabriel desserra sa cravate, se sentant soudain étouffé dans son costume sur mesure. Encore une journée à enchaîner les réunions, à signer des contrats, à construire un empire qui ne signifiait plus rien pour lui. C'est alors qu'un bruit sec contre sa vitre le fit sursauter. Une main frappait frénétiquement la portière. Son premier réflexe fut de s'agacer, probablement un vendeur à la sauvette ou un mendiant. Mais quelque chose dans la cadence désespérée de ses coups le poussa à baisser légèrement la vitre, et le temps s'arrêta. Ses yeux bruns profonds qu'il avait dessinés mentalement des milliers de fois. Ce visage qu'il avait mémorisé dans ses moindres détails. Clara, impossible, mais réelle, elle était méconnaissable. Ses cheveux châtains, autrefois soyeux, pendaient en mèches désordonnées autour de son visage émacié. Ses vêtements usés étaient trempés par la pluie, mais ce qui frappa Gabriel plus que tout, c'était la terreur qui déformait ses traits. Gabriel, sa voix brisée parvint à peine à traverser le vrombissement de la circulation et le martèlement de la pluie. À côté d'elle, une petite silhouette s'accrochait désespérément à sa jambe. Une fillette frêle, pas plus de 7 ans, le teint si pâle qu'il en était presque translucide, les lèvres bleuies par le manque d'oxygène. Ses petites épaules étaient secouées par une toux rauque qui semblait déchirer sa poitrine. Gabriel déverrouilla instinctivement les portières, les mains tremblantes. Clara s'effondra presque à l'intérieur, serrant l'enfant contre elle comme le bien le plus précieux du monde. « J'avais juré de ne jamais te chercher, mais elle va mourir. » Sa voix se brisa entre 2 sanglots étouffés. Le chauffeur, stupéfait, se tourna vers son patron, attendant des instructions. « À l'hôpital Saint-Louis, tout de suite. Prenez tous les raccourcis possibles, » ordonna Gabriel d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même. La voiture démarra en trombe, fendant la circulation parisienne avec une urgence nouvelle. Dans l'habitacle chauffé, l'odeur de parfums coûteux se mêlait maintenant à celle de vêtements mouillés et de sueur froide. « Que lui arrive-t-il » demanda Gabriel, les yeux rivés sur la petite fille qui respirait avec difficulté. « Cardiopathie congénitale. Émilie, ma fille, elle a besoin d'une opération d'urgence. J'ai tout essayé, Gabriel. Tous les hôpitaux publics de 3 régions, les listes d'attente interminables. J'ai vendu tout ce que j'avais. » Ses mots se bousculaient, entrecoupés de sanglots retenus. La petite Émilie s'était recroquevillée sur les genoux de sa mère, ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de Clara, fixant Gabriel avec une curiosité mêlée de crainte. « Bonjour, monsieur », murmura-t-elle avec une politesse déchirante, avant qu'une nouvelle quinte de toux ne la secoue. Ce simple geste, cette dignité enfantine au cœur de la souffrance, transperça Gabriel comme une lame, sans réfléchir. Il retira sa veste et l'enveloppa autour des épaules frissonnantes de l'enfant. « Tout va bien se passer, Émilie, » dit-il doucement. « Je connais les meilleurs médecins de Paris. » Il sortit son téléphone et composa le numéro du professeur Leroy, chef du service de cardiologie pédiatrique à Saint-Louis et ami de la famille Moreau depuis des années. En quelques phrases brèves, il expliqua la situation et exigea une prise en charge immédiate. Clara observait cet homme qu'elle avait tant aimé, ce Gabriel plus mature, plus autoritaire.
mais dont les yeux trahissaient la même intensité qu'autrefois. Elle se rappelait pourquoi elle était partie, pourquoi elle avait sacrifié leur amour. Les mensonges d'Élise Moreau résonnaient encore dans sa tête. Ses photos de Gabriel avec l'héritière Victoire Delcourt, ses promesses d'un avenir brillant qui l'attendait. Un avenir qu'une simple couturière comme elle ne pourrait que compromettre. La Mercedes s'arrêta devant l'entrée des urgences. Une équipe médicale attendait déjà, alertée par l'appel de Gabriel. En quelques minutes, Émilie fut placée sur un brancard et emmenée à l'intérieur, suivie de près par Clara, la main crispée sur celle de sa fille. Gabriel resta un instant figé près de la voiture, submergé par le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. 8 années de questions sans réponse, de nuits blanches, de colère et de chagrin. Et maintenant, Clara était revenue, avec cette enfant mystérieuse qui luttait pour sa vie. « Monsieur, je dois déplacer la voiture », rappela doucement son chauffeur. Gabriel hocha la tête, lui tendit les clés. « Rentrez sans moi, je vais rester ici. » Il pénétra dans l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Dans le couloir aseptisé, il aperçut Clara, debout devant une porte fermée, les bras serrés autour d'elle-même comme pour se protéger d'un ennemi invisible. Elle semblait si fragile, si loin de la jeune femme pleine de vie qu'il avait aimée. Il s'approcha lentement, presque avec précaution, comme si elle risquait de s'évaporer à nouveau. 8 ans, Clara. 8 ans. Pourquoi m'as-tu quittée ? Pourquoi as-tu simplement disparu comme si je ne signifiais rien ? La douleur dans sa voix était une plaie béante. Clara détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Les larmes traçaient des sillons propres sur son visage marqué par la souffrance. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas préparée à affronter l'ampleur de la douleur qu'elle avait causée. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et le professeur Leroy émergea, le visage grave. « Monsieur Moreau, madame, nous devons parler. » L'expression du médecin fit naître une terreur primitive dans le ventre de Clara. Elle agrippa instinctivement le bras de Gabriel, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage, et dans ce geste désespéré, dans ce contact retrouvé, quelque chose de leur passé commun ressurgit, comme une braise qu'on croyait éteinte, mais qui n'attendait qu'une bourrasque pour se raviver. Le destin avait choisi ce jour pluvieux pour remettre leur vie sur une trajectoire commune. Et ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer les secrets qui allaient bientôt éclater au grand jour, bouleversant à jamais leur existence. Le professeur Leroy les conduisit dans un petit bureau aux murs blancs, meublé sobrement d'une table en acajou et de quelques fauteuils. Les néons du plafond projetaient une lumière crue qui accentuait les cernes sous les yeux de Clara. « Émilie est stable pour l'instant », commença le médecin en ajustant ses lunettes. « Nous lui avons administré des médicaments pour soulager sa détresse respiratoire. Mais sa condition est préoccupante. » Il déploya sur la table des radiographies et des électrocardiogrammes. Gabriel se pencha en avant, scrutant les images comme s'il pouvait déchiffrer leur langage complexe. « Elle souffre d'une communication interventriculaire associée à une tétralogie de Fallot non corrigée, » expliqua Leroy. « En termes simples, il y a un trou entre les 2 ventricules de son cœur et plusieurs malformations qui limitent le flux sanguin vers ses poumons. C'est une condition congénitale qui aurait dû être opérée beaucoup plus tôt. » Clara serra les poings sur ses genoux. « J'ai essayé, professeur, pendant des années. Les listes d'attente interminables, les spécialistes qui ne prenaient pas la carte vitale, les traitements que l'assurance ne couvrait pas. » Sa voix se brisa. Gabriel l'observait, réalisant soudain la bataille qu'elle avait dû mener seule pendant toutes ces années. Une vague de culpabilité l'envahit. Il vivait dans l'opulence pendant que Clara et cet enfant luttaient pour survivre. « Quelles sont les options ?» demanda-t-il d'un ton déterminé. « Elle a besoin d'une chirurgie cardiaque complexe. Et rapidement, idéalement, nous aurions besoin d'assembler une équipe pluridisciplinaire, chirurgien cardiaque pédiatrique, spécialiste en soins intensifs, anesthésiste expérimenté. Faites-le, trancha Gabriel. Prix, logistique, délai, rien n'est un obstacle. Je veux la meilleure équipe possible, même s'il faut faire venir des spécialistes de l'étranger. » Le professeur hocha la tête, visiblement soulagé. « Dans ce cas, je vais contacter immédiatement le docteur Mercier à Genève et l'équipe du professeur Schmidt de Berlin. Nous aurons également besoin d'informations médicales complètes. Antécédents familiaux, historique des traitements, et... » Un bip insistant interrompit leur conversation. Leroy vérifia son beeper et se leva précipitamment. « Je dois vous laisser. L'infirmière va venir prendre les renseignements nécessaires. Vous pourrez voir Émilie dans 1 heure environ. »
quand nous l'aurons installé dans une chambre privée. Quand la porte se referma derrière le médecin, un silence pesant s'installa. Clara et Gabriel se retrouvaient seuls pour la première fois en 8 ans, avec un océan de non-dits entre eux. « Merci », murmura finalement Clara, fixant ses mains usées. « Je n'aurais jamais dû venir te trouver, mais je n'avais plus le choix. » Gabriel se leva brusquement, incapable de contenir plus longtemps les questions qui le consumaient. « Pourquoi, Clara ? Pourquoi es-tu partie comme ça ? J'avais tout planifié. Nous devions visiter cet appartement près du canal Saint-Martin. Je voulais te faire ma demande ce week-end-là. Et puis, du jour au lendemain, tu disparais, sans un mot, sans une explication. » La douleur dans sa voix était palpable, comme une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Clara ferma les yeux, submergée par les souvenirs et la culpabilité. « Ta mère est venue me voir », commença-t-elle d'une voix à peine audible. Gabriel se figea. « Ma mère, Élise. » Clara hocha la tête, les yeux toujours fermés comme pour se protéger de ses propres paroles. Un mardi après-midi, elle a frappé à la porte de mon appartement à Montreuil, élégante, intimidante, avec ce parfum de jasmin qui semblait imprégner l'air autour d'elle. Elle ouvrit enfin les yeux, affrontant le regard incrédule de Gabriel. Elle ne m'a pas menacée, pas directement. Elle a été chirurgicale dans sa cruauté. Elle m'a montré des photos de toi avec Victoire Delcourt. Victoire. La stupéfaction se peignit sur le visage de Gabriel. Les dîners de gala, les événements mondains où ma mère m'obligeait à l'accompagner. C'était ça, sa preuve. Clara hocha tristement la tête. Toi et cette héritière parfaite, à des dîners élégants, des événements sociaux, des voyages sur la Riviera. Vous formiez un couple si assorti, si évident. Nous n'étions pas un couple, s'exclama Gabriel, passant une main frustrée dans ses cheveux. Ces événements étaient des obligations professionnelles que je détestais. Victoire et moi avons à peine échangé 10 phrases en tout. Un sourire triste effleura les lèvres de Clara. Maintenant, je le comprends. Mais à l'époque, j'avais 22 ans, Gabriel. J'étais une simple couturière qui gagnait le SMIC, qui n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant étoilé. Ta mère a joué sur mes insécurités avec une précision diabolique. Elle inspira profondément avant de poursuivre. Elle m'a dit que tu étais destiné à diriger l'Empire Moreau, que tu étais promis à un brillant avenir que je ne pouvais qu'entraver. Elle m'a proposé 2 millions d'euros pour disparaître. Et tu as accepté. La voix de Gabriel vibrait d'incrédulité et de trahison. Non, Clara se leva à son tour, les yeux brillants de larmes indignées. Jamais, ma dignité n'était pas à vendre. Mais j'ai cru que je te retenais, que je serais un boulet à ton pied, que le véritable amour signifiait te laisser suivre ton destin, sans le fardeau que je représentais. Gabriel s'adossa au mur, assommé par ces révélations. Sa propre mère avait orchestré la disparition de la femme qu'il aimait, avait manipulé Clara avec une cruauté calculée, avait détruit leur bonheur sur l'autel de l'ambition sociale. « Où es-tu allé ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Lyon d'abord, puis Marseille, Bordeaux, et finalement retour à Paris il y a 2 ans. J'ai travaillé comme couturière, femme de ménage, serveuse, n'importe quoi pour survivre. » Une infirmière entra avec des formulaires, interrompant leur conversation. Elle commença à poser des questions sur les antécédents médicaux d'Émilie, notant méticuleusement chaque réponse. « Y a-t-il des maladies cardiaques dans votre famille ?»« Madame Dumas. Mon père a eu un infarctus à 50 ans, répondit Clara. L'infirmière se tourna vers Gabriel, le stylo en suspens. « Et dans votre famille, Monsieur Moreau ?» Gabriel fronça les sourcils, confus. Pourquoi cela serait-il pertinent ? L'infirmière le regarda avec étonnement. Pour l'historique génétique complet de l'enfant, nous avons besoin des antécédents familiaux des 2 parents. Le temps sembla soudain se figer dans la petite pièce. Gabriel regarda alternativement l'infirmière et Clara, qui s'étaient pétrifiées, le visage livide. « Les 2 parents ?» répéta-t-il lentement, une compréhension terrifiante se faisant jour dans son esprit. L'infirmière, réalisant la situation, balbutia une excuse et quitta précipitamment la pièce. Clara s'était effondrée dans son siège, tremblante, cachant son visage dans ses mains. « Clara !» La voix de Gabriel était à peine audible. « Est-ce qu'Émilie est... » Il ne pouvait pas terminer sa phrase, paralysé par l'implication vertigineuse de cette simple question. Clara releva lentement la tête, les joues inondées de larmes. Dans ses yeux, Gabriel pouvait lire 8 années de culpabilité, de peur et de regret. « Oui,
souffla-t-elle enfin. « Émilie est ta fille, Gabrielle. J'étais enceinte de 3 mois quand ta mère est venue me voir. Je m'apprêtais à te l'annoncer ce week-end-là. » Gabriel chancela comme s'il avait reçu un coup physique. Il s'appuya contre le mur, les jambes soudain incapables de supporter son poids. Une fille. Il avait une fille de 7 ans. Une enfant qui grandissait, apprenait, vivait, sans qu'il sache même qu'elle existait. « Tu m'as privé de ma propre fille », articula-t-il, la voix étranglée par une émotion indescriptible. Un mélange toxique de joie, de douleur, de colère et d'amour. Clara secouait la tête, les sanglots secouant son corps frêle. « J'ai cru faire ce qui était juste pour toi. J'ai cru au mensonge de ta mère. J'ai eu tort, terriblement tort. » Gabriel ferma les yeux, submergé par l'ampleur de cette révélation, pendant qu'il construisait des gratte-ciel et signait des contrats à millions. Sa fille luttait pour respirer. Pendant qu'il collectionnait les voitures de luxe, Clara cumulait les petits boulots pour acheter des médicaments. La culpabilité et la rage se mêlaient en lui, indissociables. Une sonnerie stridente retentit soudain dans le couloir. Des voix alarmées s'élevèrent. Des pas précipités résonnèrent sur le carrelage. Code bleu, chambre 302, code bleu. C'était la chambre où Émilie avait été emmenée. Gabriel et Clara échangèrent un regard horrifié, avant de se précipiter hors du bureau, unis par la terreur la plus primitive qui soit, celle de parents craignant pour la vie de leur enfant. Le couloir de l'hôpital semblait interminable, tandis que Gabriel et Clara couraient vers la chambre d'Émilie. L'écho de leurs pas se mêlait au bruit des moniteurs et aux voix tendues du personnel médical. Quand ils atteignirent enfin la chambre 302, une infirmière leur bloqua fermement l'accès. « Vous ne pouvez pas entrer maintenant. Le professeur Leroy et son équipe s'occupent d'elle. » À travers l'entrebâillement de la porte, ils aperçurent une scène cauchemardesque. Plusieurs médecins entouraient le petit corps d'Émilie, tandis qu'une infirmière pratiquait un massage cardiaque. Des fils et des tubes semblaient envahir ce corps fragile, et les bips erratiques des machines résonnaient comme un compte à rebours sinistre. Clara s'effondra contre le mur, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Gabriel, paralysé par l'impuissance, regardait fixement cet enfant. Sa fille luttait pour sa vie sans qu'il puisse rien faire. Une douleur primitive, viscérale, lui tordait les entrailles. Comment pouvait-on aimer si intensément un être qu'on venait à peine de découvrir? Après ce qui sembla une éternité, le professeur Leroy émergea de la chambre, le visage grave mais composé. « Nous avons stabilisé son état, mais cet incident confirme l'urgence d'opérer, » expliqua-t-il. Son cœur s'est momentanément arrêté à cause d'une arythmie sévère. Nous l'avons mise sous sédation légère et connectée à un système de surveillance continue. « Quand pourrez-vous l'opérer ?» demanda Gabriel, la voix rauque. « J'ai réussi à contacter le professeur Keller de Zurich, l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques pédiatriques d'Europe. Il peut être là après-demain. En attendant, nous allons préparer Émilie avec un traitement médicamenteux intensif. » Gabriel hocha la tête, son cerveau d'homme d'affaires reprenant automatiquement le contrôle. « Ce dont vous avez besoin, équipement, personnel, médicaments. Considérez que c'est acquis. Je veux une chambre privée avec surveillance permanente et je vais faire venir un spécialiste en soins intensifs pédiatriques du Boston Children's Hospital. » Le médecin acquiesça, visiblement soulagé de cette prise en charge sans limite. « Vous pouvez la voir maintenant. » Mais brièvement, elle est consciente, mais très faible. Ils entrèrent dans la chambre sur la pointe des pieds. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, mêlée au bip régulier des moniteurs. Émilie reposait dans un lit qui semblait l'engloutir. Son petit visage pâle émergeait à peine des draps blancs, encadrés par ses cheveux châtains épars sur l'oreiller. Des électrodes parsemaient sa poitrine, et un masque à oxygène couvrait son nez et sa bouche. Clara s'approcha doucement et caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Je suis là, ma chérie, maman est là. » Les paupières d'Émilie papillonnèrent et s'ouvrirent, révélant des yeux bruns identiques à ceux de Gabriel. Ce détail frappa le jeune homme avec la force d'un coup physique. Comment avait-il pu ne pas remarquer immédiatement cette ressemblance flagrante? « Maman » murmura faiblement la petite fille à travers son masque. Puis son regard curieux glissa vers Gabriel. « C'est qui, le monsieur ?» Le monde sembla s'arrêter de tourner. Gabriel resta figé, incapable de trouver les mots. Comment se présente-t-on à sa propre fille après 7 ans d'absence involontaire? Clara jeta un regard incertain vers Gabriel, puis se pencha vers Émilie. « C'est un ami très spécial qui va nous aider. Il s'appelle Gabriel. »« Comme l'ange ?» demanda Émilie.
ses yeux s'illuminant malgré sa faiblesse. Gabriel s'approcha lentement du lit, comme s'il craignait de l'effrayer. « Oui, comme l'ange », répondit-il, la gorge serrée par l'émotion. « Je suis très heureux de te rencontrer, Émilie. » La petite fille leva sa main minuscule où était plantée une perfusion, sans hésitation. Gabriel la prit délicatement dans la sienne. Ce contact, ce premier véritable lien physique avec sa fille, déclencha une vague de tendresse si puissante qu'il dut lutter pour retenir ses larmes. « Tu as une jolie montre », observa Émilie, pointant du doigt la Patek Philippe au poignet de Gabriel. Il sourit, touché par cette remarque enfantine. « Tu la trouves belle, elle est à toi. » Il détacha le précieux garde-temps et le plaça dans la paume de la fillette, dont les yeux s'écarquillèrent de surprise. « Gabriel, c'est beaucoup trop. » commença Clara, mais il l'interrompit d'un geste. « Rien n'est trop pour elle. » Émilie contemplait la montre avec émerveillement. « Elle fait tic-tac comme mon cœur, » dit-elle avec une sagesse désarmante. Une infirmière entra pour vérifier les constantes, signalant qu'il était temps de laisser Émilie se reposer. Gabriel et Clara sortirent à contre-cœur, non sans promettre à la petite fille de revenir très vite. Dans le couloir, Gabriel s'adossa au mur, comme vidé de toute énergie. Émilie, sa fille. Cette réalité le submergeait par vagues successives, chacune plus puissante que la précédente. Il avait manqué ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école, cette année irremplaçable, évaporée. « Elle aime dessiner ?» dit soudain Clara, comme si elle lisait dans ses pensées des princesses, surtout, et elle adore les histoires de chevaliers. Elle a toujours été fascinée par les châteaux et les contes de fées. Gabriel buvait ces informations comme un homme assoiffé. « Continue », supplia-t-il. « Parle-moi d'elle, de tout. » Clara s'assit sur une chaise de la salle d'attente et Gabriel prit place à côté d'elle. Les heures suivantes se transformèrent en un voyage à travers la vie d'Émilie. Ses goûts, ses peurs, ses petites manies, comment elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait, exactement comme Gabriel, comment elle arrangeait méticuleusement ses crayons par couleur avant de dessiner, un trait qu'elle tenait de Clara. Elle a commencé à poser des questions sur son père quand elle avait 4 ans. Avoua Clara, les yeux baissés. « Je lui ai dit que tu étais quelqu'un de bien, mais que tu vivais très loin. Je n'ai jamais voulu qu'elle te déteste ou qu'elle se sente abandonnée. » Gabriel serra les poings, submergé par une colère sourde envers sa mère, envers le destin qui lui avait volé ses années et sa maladie. Le visage de Clara s'assombrit. Les premiers signes sont apparus quand elle avait 3 ans. Des essoufflements anormaux, des lèvres qui bleuissaient après le moindre effort. Le diagnostic est tombé 1 an plus tard. Depuis, c'est un combat constant. Les traitements coûtent une fortune, Gabriel. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai vendu tout ce que je possédais. Elle s'interrompit, incapable de continuer. Gabriel posa maladroitement une main sur son épaule, ce premier geste de réconfort créant entre eux un pont fragile par-dessus l'abîme des années perdues. « Je vais m'occuper de tout maintenant », promit-il. « Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Émilie va guérir, Clara, je te le jure. » Pendant les heures qui suivirent, Gabriel transforma la chambre d'hôpital en quartier général. Des appels aux 4 coins du monde pour consulter les plus grands spécialistes, des arrangements pour faire venir des équipements de pointe, l'organisation d'une équipe médicale internationale, sa fortune et son influence, qu'il avait si souvent considérés comme des fardeaux vides de sens, devenaient soudain des outils précieux pour sauver sa fille. Le soir venu, alors que Clara s'était endormie sur le fauteuil près du lit d'Émilie, Gabriel se tenait devant la fenêtre de la chambre, observant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Une infirmière entra pour vérifier les constantes de la petite fille et lui administrer ses médicaments. « Vous êtes son père, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement en remarquant comment il regardait l'enfant. Gabriel fut surpris par cette question, mais plus encore par la réponse qui monta naturellement à ses lèvres. « Oui, je suis son père. » Ces mots simples résonnèrent en lui avec une puissance inouïe. Il était père. Cette identité nouvelle l'enveloppait comme un manteau, à la fois écrasante et miraculeusement ajustée. Quand l'infirmière quitta la chambre, Gabriel s'approcha du lit d'Émilie. La petite fille dormait paisiblement, sa respiration plus régulière grâce aux médicaments. Il observa son visage avec attention, y découvrant des reflets de lui-même qu'il n'avait pas remarqués auparavant. La courbe de son menton, la forme de ses sourcils,
même cette petite fossette sur la joue droite qui apparaissait quand elle souriait. Avec une infinie précaution, il posa sa main sur celle, minuscule, de sa fille, et dans ce contact silencieux, il fit une promesse solennelle. Rien ni personne ne l'empêcherait désormais d'être le père qu'Émilie méritait, en cet instant, dans cette chambre d'hôpital baignée par la lueur tamisée des moniteurs médicaux. Gabriel Moreau comprit que tous ses succès professionnels, toute sa fortune, tout son empire n'était rien comparé à ce trésor qu'il venait de découvrir, et qu'il était prêt à tout pour protéger. 3 jours s'étaient écoulés depuis le retour de Clara dans la vie de Gabriel. 3 jours pendant lesquels il n'avait pratiquement pas quitté l'hôpital, dormant sur un fauteuil inconfortable, se lavant dans les toilettes du personnel, et suivant chaque évolution de l'état d'Émilie, la petite fille se stabilisait progressivement grâce au traitement intensif mis en place par l'équipe médicale internationale que Gabriel avait rassemblée. Ce matin-là, alors qu'Émilie regardait un dessin animé sous l'œil attentif de Clara, Gabriel reçut un appel de Maurice, le majordome qui s'occupait de la demeure familiale depuis plus de 30 ans. « Monsieur Gabriel, je suis désolé de vous déranger, mais c'est au sujet de votre mère, » annonça-t-il d'une voix grave. Son état s'est considérablement dégradé cette nuit. Le docteur Beaulieu pense qu'il serait bon que vous veniez. Gabriel sentit une vague glacée le traverser. Élise Moreau luttait contre un cancer du pancréas en phase terminale depuis près d'1 an. Il avait mis ses ressentiments de côté pour l'accompagner dans cette épreuve, sans jamais se douter du secret destructeur qu'elle portait. « J'arrive », répondit-il brièvement avant de raccrocher. Il expliqua la situation à Clara, qui l'encouragea à y aller. « Émilie est stable, et les médecins sont confiants. Va voir ta mère. Quoi qu'elle ait fait, elle reste ta mère. » Ces paroles, empreintes d'une compassion que Gabriel peinait à éprouver lui-même, le touchèrent profondément. Comment Clara pouvait-elle faire preuve d'une telle grandeur d'âme envers la femme qui avait brisé leur vie? 1 heure plus tard, Gabriel franchissait les portes imposantes de la demeure Moreau, une bâtisse du 19e siècle nichée dans le 16e arrondissement. L'atmosphère y était lourde et silencieuse, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Maurice l'accueillit avec une expression grave. « Madame est dans sa chambre. L'infirmière vient de lui administrer ses antidouleurs. » Gabriel gravit lentement l'escalier monumental, chaque marche semblant l'alourdir davantage. La rage qu'il avait contenue depuis sa découverte bouillonnait maintenant en lui. Prête à déborder, la chambre d'Élise baignait dans une semi-pénombre. Les lourds rideaux filtraient la lumière du jour. L'odeur de médicaments se mêlait au parfum de jasmin que sa mère avait toujours affectionné. Elle était méconnaissable, allongée dans son lit à baldaquin. La femme imposante et autoritaire qui avait dominé sa vie s'était transformée en une silhouette décharnée. Le corps ravagé par la maladie implacable, quand elle le vit entrer, ses yeux s'animèrent brièvement. « Gabriel, mon fils » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il s'approcha du lit, observant ce visage émacié aux joues creusées, cette peau jaunâtre tendue sur des pommettes saillantes. La maladie ne l'avait pas épargné, mais il ne ressentait aucune pitié en cet instant, seulement une colère froide, calculée, qui avait mûri pendant ces 3 jours. « J'ai retrouvé Clara », annonça-t-il sans préambule. Élise ferma les yeux, comme frappée physiquement par ces mots. Quand elle les rouvrit, des larmes silencieuses coulaient le long de ses tempes creuses. « Tu sais, » murmura-t-elle, « ce n'était pas une question. Tu as détruit ma vie, » articula Gabriel avec une froideur glaciale. « Tu as manipulé Clara. Tu l'as forcée à disparaître en lui montrant des photos truquées, en jouant sur ses insécurités, en lui faisant croire qu'elle était un obstacle à mon bonheur. » Il fit une pause. Ses mains tremblèrent de rage contenue. « Mais sais-tu ce que tu as vraiment fait, mère? Tu m'as volé ma fille. 7 ans de la vie de ma fille. » Sa voix monta en puissance, emplissant la chambre austère. Il ne criait pas, mais chaque mot était chargé d'une fureur qui vibrait dans l'air. « Émilie, ta petite fille, une enfant que je n'ai pas vue grandir, qui a fait ses premiers pas sans moi, qui a dit ses premiers mots sans que je sois là pour les entendre, qui m'a dessiné comme un prince lointain dans un château inaccessible, parce que c'est l'image que Clara lui a donnée pour ne pas qu'elle se sente abandonnée. » Élise pleurait maintenant ouvertement. Sans chercher à essuyer les larmes qui inondaient son visage squelettique, « Elle est malade, mère, gravement malade, une cardiopathie congénitale qui aurait dû être opérée il y a des années pendant que j'achetais des œuvres d'art à des ventes aux enchères.
Clara vendait ses meubles pour payer les médicaments de ma fille. Ma fille. Le dernier mot résonna comme un coup de tonnerre. Gabriel se détourna, incapable de supporter davantage la vision de cette femme qui l'avait trahi si profondément. Il s'approcha de la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour observer le jardin impeccable en contrebas. « Je sais, fils, » chuchota Élise, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Et je paierai pour cela dans l'éternité. » Il se retourna, surpris par ses paroles. Elle le regardait avec une lucidité nouvelle, comme si la proximité de la mort avait balayé les derniers voiles d'orgueil et de prétention. « J'étais convaincue de faire ce qu'il fallait, » continua-t-elle avec effort. « Je voyais Clara comme une opportuniste, une fille du peuple qui cherchait à s'élever socialement en séduisant l'héritier des Moreau. Je pensais te protéger. » Elle fut interrompue par une quinte de toux douloureuse. Gabriel, malgré sa colère, lui tendit un verre d'eau avec une paille. Elle but péniblement avant de reprendre. « J'ai engagé un photographe pour créer ces situations avec Victoire. J'ai menacé Clara de ruiner toute chance qu'elle puisse trouver un emploi décent à Paris. » Gabriel serra les dents, imaginant la terreur de Clara, seule face à cette femme impitoyable. « Quand j'ai découvert mon cancer, » poursuivit Élise, « j'ai commencé à voir les choses différemment. La mort a une façon unique de clarifier les priorités. » Ses doigts décharnés saisirent faiblement le drap. « Ces derniers mois, j'ai réalisé l'horreur de mes actions. J'ai détruit votre bonheur par orgueil de classe, par refus d'accepter que l'amour véritable transcende les barrières sociales. » Elle tendit sa main squelettique vers son fils. « Je t'en supplie, Gabriel, amène Clara ici. Je dois lui demander pardon avant de mourir. Je ne peux pas partir en portant ce poids. » Gabriel observa cette main tendue, sentant le conflit déchirer son cœur. Cette femme était un monstre qui avait volé son bonheur. Mais c'était aussi sa mère, celle qui lui avait donné la vie, qui avait veillé sur lui enfant, qui avait essuyé ses larmes quand il avait perdu son père à 12 ans. Après un long silence, il hocha imperceptiblement la tête. « Je lui demanderai, mais ce sera sa décision. » Élise laissa retomber sa main, visiblement soulagée. « Merci. » Gabriel s'apprêtait à partir, quand elle l'arrêta d'une voix tremblante. « Et Émilie, ma petite fille, comment est-elle » Cette question, empreinte d'une curiosité sincère, désarma momentanément Gabriel. Il se retourna vers le lit. « Elle est extraordinaire, » dit-il simplement. « Courageuse comme sa mère, obstinée comme... » Il s'interrompit, réalisant ce qu'il allait dire. « Comme moi », termina doucement Élise. La lignée des femmes Moreau est marquée par l'entêtement. Une ombre de sourire passa sur les lèvres de Gabriel. Elle doit être opérée dans 3 jours. Une intervention complexe. Mais j'ai réuni les meilleurs spécialistes. Elle s'en sortira, affirma Élise avec une conviction surprenante. Les Moreau sont des battants. Gabriel quitta la chambre peu après, l'esprit en ébullition. Dans la voiture qui le ramenait à l'hôpital, il repensa à cette confrontation qu'il avait imaginée si différemment. Il s'était attendu à hurler sa rage, à déverser des années d'amertume. Au lieu de cela, il avait trouvé une femme brisée, consumée non seulement par la maladie, mais aussi par le remords, à l'hôpital. Émilie était assise dans son lit, plus alerte que les jours précédents. Ses joues avaient repris un peu de couleur, et elle dessinait avec application sur un bloc que Clara lui avait apporté. « Gabriel !» s'écria-t-elle joyeusement en le voyant entrer. « Regarde, j'ai dessiné notre famille. » Le dessin enfantin montrait 3 personnages se tenant par la main, une grande figure féminine aux cheveux bruns, une petite fille au centre, et un homme grand portant ce qui semblait être un costume. « C'est magnifique, Émilie », murmura Gabriel, la gorge nouée d'émotion. Clara l'observait attentivement. « Comment va ta mère ?» demanda-t-elle doucement quand Émilie se replongea dans son dessin. Gabriel hésita avant de répondre. « Elle est mourante, et elle te demande pardon. Elle veut me voir. » La stupéfaction se lisait sur le visage de Clara. Elle serra machinalement la petite main d'Émilie qui s'était assoupie. Épuisée par sa séance de dessin, Gabriel acquiesça. « Tu n'es pas obligée d'y aller, après ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle nous a fait. » Clara observa sa fille endormie, si vulnérable dans ce grand lit d'hôpital. Les tubes et les moniteurs contrastaient cruellement avec son visage paisible. La colère qu'elle avait nourrie pendant 8 ans envers Élise Moreau restait bien vivante, mais quelque chose d'autre émergeait, une lassitude face à ce cycle de ressentiment,
une envie d'avancer. « J'irai », décida-t-elle finalement. Pas pour elle, mais pour nous, pour Émilie, pour que nous puissions tourner cette page définitivement. Le lendemain matin, après s'être assurée qu'Émilie serait bien surveillée par les infirmières et le professeur Schmidt fraîchement arrivé de Berlin, Clara accompagna Gabrielle jusqu'à la demeure des Moreau. La voiture s'arrêta devant l'imposante bâtisse, et Clara ne put s'empêcher de frissonner en reconnaissant l'endroit où elle était venue une fois, 8 ans plus tôt, pour un dîner désastreux, où Élise l'avait subtilement humiliée devant la haute société parisienne. « Tu es sûre ?» demanda doucement Gabrielle en posant une main sur son épaule. Clara prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Allons-y. » Maurice les accueillit avec une déférence particulière envers Clara, comme s'il cherchait à compenser les mauvais traitements passés. Il les conduisit à travers les couloirs silencieux jusqu'à la chambre d'Élise. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, uniquement éclairée par une lampe au chevet du lit. L'odeur des médicaments se mêlait au parfum caractéristique de jasmin. Clara s'arrêta sur le seuil, saisie par la vision d'Élise Moreau. La matriarche autrefois imposante n'était plus qu'un squelette recouvert de peau jaunâtre, ses cheveux gris clairsemés sur l'oreiller. Les machines qui l'entouraient émettaient des bips réguliers, témoignant d'une vie qui s'échappait inexorablement. Lorsqu'elle aperçut Clara, les yeux d'Élise s'ouvrirent largement, brillant d'une lucidité surprenante, au milieu de ce visage ravagé. « Clara » murmura-t-elle, tendant une main tremblante. « Vous êtes venue. » Clara s'approcha lentement du lit, sentant Gabrielle se tenir légèrement en retrait, lui laissant cet espace nécessaire pour cette confrontation si longtemps reportée. « Je suis venue », confirma-t-elle simplement, sans toucher la main tendue. Élise laissa retomber son bras squelettique. Un sourire triste effleurant ses lèvres gercées. « C'est plus que je ne mérite. » Un silence lourd s'installa, uniquement perturbé par le bourdonnement des machines médicales. Clara observait cette femme qui avait détruit sa vie avec une fascination mêlée d'horreur. Où était passé le pouvoir intimidant qu'Élise exerçait autrefois? La mort, semblait-il, était la grande égalisatrice. « Je ne sais pas par où commencer », avoua finalement Élise, sa voix à peine audible. « Comment s'excuse-t-on d'avoir délibérément brisé 3 vies ?»« Ah, on ne s'excuse pas », répondit Clara avec une honnêteté brutale. « On ne peut pas effacer 8 années de souffrance avec des mots. » Élise ferma les yeux, acceptant ce coup comme une juste punition. Quand elle les rouvrit, des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues creuses. « Vous avez raison, » admit-elle. « Rien ne peut réparer ce que j'ai fait. Mais avant de partir, je veux que vous sachiez pourquoi. Pas pour me justifier, mais pour que vous compreniez. » Elle s'interrompit, secouée par une quinte de toux douloureuse. Gabrielle s'avança pour lui tendre un verre d'eau. Après avoir bu péniblement, elle reprit, la voix encore plus faible. « Saviez-vous que je ne suis pas née dans la haute société ?» Cette révélation surprit Clara, qui secoua la tête. « Mon père était chauffeur de taxi. Ma mère, femme de ménage. Nous vivions dans un 2 pièces à Belleville. » Gabrielle s'approcha du lit, visiblement étonnée. Sa mère n'avait jamais évoqué ses origines modestes. « J'ai rencontré Henri Moreau lors d'un gala de charité où je servais le champagne. » Continua Élise avec un sourire nostalgique. « Il était beau, brillant, et il m'a remarqué. Nous nous sommes aimés instantanément, follement, contre toute logique sociale. » Elle marqua une pause, rassemblant ses forces. Sa famille s'est opposée férocement à notre union. Sa mère, en particulier, m'a traitée comme une arriviste, une aventurière. Elle a tout fait pour nous séparer. Menaces, manipulations, humiliation publique. Clara sentit un frisson la parcourir, reconnaissant le schéma qui s'était répété une génération plus tard. « Henri a tenu bon, » poursuivit Élise. « Nous nous sommes mariés contre l'avis de tous, mais ensuite, elle ferma les yeux, comme submergée par des souvenirs douloureux. Les dîners où j'étais ostensiblement ignorée, les remarques sur mon accent, mes manières, mes origines, la solitude quand Henri partait en voyage d'affaires, me laissant seule face à ce monde qui me rejetait. Il m'a fallu 10 ans pour être acceptée, 10 ans d'humiliation et d'efforts constants. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Clara. Elle n'avait jamais imaginé qu'Élise avait connu les mêmes souffrances qu'elle avait ensuite infligées. « Quand Gabrielle vous a présenté, j'ai revu la jeune femme que j'étais, » avoua Élise. « Belle, amoureuse, naïve, et j'ai eu peur. Peur que vous souffriez comme j'avais souffert, peur que mon fils connaisse le même isolement social qu'Henri. Mais surtout,
Sa voix se brisa. Surtout, j'ai eu peur que vous réussissiez là où j'avais échoué, que vous traversiez ces épreuves avec grâce, que vous soyez accepté plus facilement que je ne l'avais été. Ma jalousie a nourri ma cruauté. Clara s'approcha du lit, s'asseyant sur la chaise placée à côté. Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement parlé, partager votre expérience, m'avertir sans me détruire? La douleur transforme, murmura Élise. Elle m'a rendue impitoyable, calculatrice. J'étais devenue exactement comme ma belle-mère, perpétuant ce cycle de souffrance que j'avais tant haï. Elle tendit à nouveau sa main vers Clara, tremblante d'espoir et de désespoir mêlés. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande simplement de briser ce cycle, de ne pas laisser l'amertume vous transformer comme elle m'a transformée, pour vous-même, pour Gabriel et surtout pour Émilie. Clara contempla cette main tendue, symbole de tant de destruction et maintenant de supplication. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahit. Colère, compassion, tristesse, compréhension. Lentement, très lentement, elle prit la main d'Élise dans la sienne. Ce contact physique, ce premier pont au-dessus d'un gouffre de douleur, fit sangloter la vieille femme. « Je ne peux pas dire que je vous pardonne complètement », admit Clara, avec une honnêteté brutale. « La douleur que vous avez causée est trop profonde, les années perdues trop précieuses. Mais je comprends votre repentir, et je ne porterai pas le poids de la haine. Pour moi, pour Gabriel, et surtout pour Émilie. » Je choisis d'avancer. Élise serra faiblement sa main, avec une force surprenante venant d'un corps si affaibli. « Merci, souffla-t-elle. Prenez soin de mon fils et de ma petite fille. Soyez la famille qu'ils méritent. » Gabriel s'approcha, posant une main sur l'épaule de Clara et l'autre sur celle de sa mère. Ce triangle formé par leurs mains unies semblait symboliser une réconciliation imparfaite mais nécessaire, un passage de témoin entre générations. « Émilie va être opérée demain », dit doucement Clara. « Les médecins sont confiants. » Un sourire illumina brièvement le visage d'Élise. « J'aurais tellement aimé la connaître. Elle vous ressemble, » admit Gabriel, surprenant à la fois sa mère et Clara. Elle a cette même détermination dans le regard. Cette façon de froncer les sourcils quand quelque chose lui déplaît, Élise rit faiblement. Ce son étrange dans cette chambre de malade. Pauvre enfant, espérons qu'elle n'a hérité que de mes qualités, pas de mes défauts. Ils restèrent ainsi 1 heure encore, partageant des souvenirs, construisant des ponts fragiles au-dessus des années perdues. Quand Clara et Gabriel prirent congé, Élise semblait apaisée, comme si un fardeau immense avait été soulevé de sa poitrine squelettique. « Adieu, Clara », murmura-t-elle, tandis qu'ils atteignaient la porte. « Et merci pour cette grâce que je ne méritais pas. » Dans la voiture qui les ramenait à l'hôpital, Clara resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Gabriel respecta ce silence, comprenant l'immensité des émotions qu'elle devait traiter. « Je ne pensais pas pouvoir ressentir de la compassion pour elle », avoua finalement Clara alors qu'ils approchèrent de l'hôpital. « Pas après tout ce qu'elle a fait. » Gabriel lui prit la main. « C'est ce qui te rend extraordinaire, Clara. Cette capacité à voir l'humanité même chez ceux qui t'ont blessée. » Elle lui sourit tristement. « Ce n'est pas de la sainteté, Gabriel. C'est de la survie. La haine est un poison qui détruit d'abord celui qui la porte. » Quand ils entrèrent dans la chambre d'Émilie, ils trouvèrent la petite fille en grande conversation avec le professeur Schmidt, qui lui expliquait avec des dessins simplifiés l'opération du lendemain. « Maman, Gabriel !» s'écria-t-elle joyeusement. « Le docteur dit qu'après l'opération, je pourrai courir comme les autres enfants. » Clara et Gabriel échangèrent un regard chargé d'espoir. Demain serait un autre combat. Mais ce soir, ils avaient déjà remporté une victoire, celle de la réconciliation avec le passé, imparfaite mais nécessaire pour construire leur avenir. À l'aube, le téléphone de Gabriel vibra. C'était Maurice. Élise Moreau s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Quelques heures après leur visite, la nouvelle du décès d'Élise frappa Gabriel comme un coup sourd. Une douleur sourde mêlée d'un étrange soulagement. Sa mère était partie en paix. Après avoir eu la chance d'obtenir une forme de rédemption, il garda l'information pour lui ce matin-là. Ne voulant pas perturber Clara et Émilie avant l'opération cruciale qui les attendait, l'hôpital Saint-Louis bourdonnait d'une activité inhabituelle. Gabriel avait mobilisé une véritable armada médicale. Le professeur Keller de Zurich était arrivé la veille avec son équipe, rejoignant le professeur Schmidt de Berlin et le docteur Yamamoto, spécialiste en chirurgie cardiaque pédiatrique expérimentale.
Venu tout droit de Tokyo par jet privé, le professeur Leroy coordonnait cette équipe internationale d'élite, tandis que des infirmières spécialisées préparaient méticuleusement le bloc opératoire. Dans la chambre d'Emily, l'atmosphère était étrangement sereine. La petite fille, assise dans son lit, serrait contre elle la peluche en forme de lion que Gabrielle lui avait offerte la veille. « Tu seras là quand je me réveillerai », demanda-t-elle à Gabrielle, ses grands yeux bruns reflétant une confiance absolue qui lui serra le cœur. « Je ne bougerai pas d'ici », promit-il en s'asseyant au bord du lit. « Et tu sais ce qu'on fera quand tu seras guérie. On ira voir la mer. Tu as déjà vu la mer, Émilie. » Elle secoua la tête, émerveillée par cette perspective. « C'est grand comment. On peut toucher le fond. » Gabrielle sourit, caressant doucement ses cheveux. « C'est tellement grand qu'on ne peut pas voir l'autre côté. Et non, on ne peut pas toucher le fond, sauf tout près du bord. J'ai un peu peur, » avoua soudain Émilie, serrant plus fort sa peluche. « Le docteur a dit qu'ils allaient arrêter mon cœur pendant l'opération. Et si je ne me réveille pas ?» Clara, qui arrangeait silencieusement les affaires d'Émilie, se figea à ces mots. Gabrielle prit délicatement la main de sa fille, cherchant les mots justes pour rassurer cette enfant trop consciente de sa fragilité. « Tu connais les horloges, Émilie. Parfois, quand elles ne marchent plus bien, il faut les arrêter pour les réparer. C'est pareil pour ton cœur. Les médecins vont l'arrêter juste le temps de le réparer. Et ensuite, il fonctionnera mieux que jamais. Comme ta montre que tu m'as donnée. » « Exactement, » confirma Gabrielle en souriant. « Et tu sais quoi ? Tu es bien plus forte que cette montre. » Émilie sembla méditer cette réponse, son petit visage sérieux témoignant d'une maturité forgée par la maladie. Puis, elle tendit son petit doigt vers lui. « Promis, on ira voir la mer. » Gabrielle crocha son petit doigt au sien, scellant cette promesse solennelle. « Promis. » L'entrée de l'équipe médicale interrompit ce moment. Le professeur Leroy, accompagné de 2 infirmières, venait chercher Émilie pour la préparer à l'intervention. « Il est temps, ma grande », annonça-t-il avec un sourire rassurant. Clara s'approcha du lit, luttant visiblement pour contenir son émotion. Elle embrassa sa fille sur le front, respirant profondément l'odeur de ses cheveux comme pour l'imprégner dans sa mémoire. « Je t'aime plus que tout au monde, mon cœur », murmura-t-elle. « À tout à l'heure. » Le transfert vers la salle de préparation se fit dans un silence tendu. Gabrielle et Clara suivirent le brancard jusqu'aux portes battantes qui marquèrent la limite de la zone autorisée. Là, ils durent s'arrêter, impuissants, regardant la petite silhouette d'Émilie disparaître au bout du couloir. « 8 heures, » murmura Clara, fixant l'horloge murale. « 8 heures d'opération. Comment va-t-on tenir ?» Gabrielle passa un bras autour de ses épaules. « Ensemble, » répondit-il simplement. Ils s'installèrent dans la salle d'attente privée que Gabrielle avait fait aménager. Maurice y avait fait livrer des fauteuils confortables, une machine à café de qualité, des couvertures et quelques livres, mais ni l'un ni l'autre n'avait le cœur à lire ou à se reposer. L'attente venait de commencer, interminable, insupportable. La première heure passa dans un silence relatif, chacun perdu dans ses pensées. Puis Clara rompit ce silence, comme si elle ne pouvait plus contenir le flot de souvenirs qui l'assaillait. Son premier mot a été « lumière », dit-elle soudain. Pas maman ou papa comme la plupart des bébés. Lumière. Elle montrait le plafonnier de notre minuscule appartement à Lyon. Gabrielle buvait ses paroles comme un homme assoiffé. Chaque anecdote, chaque souvenir était un fragment précieux de ces années volées qu'il tentait désespérément de reconstituer. « Et son premier pas ?» demanda-t-il doucement. Clara sourit, les yeux dans le vague. Dans un parc, près des quais du Rhône. Elle s'est levée d'un coup et a fait 3 pas avant de tomber dans un tas de feuilles mortes. Elle a ri aux éclats, comme si c'était le jeu le plus drôle du monde. Les heures s'écoulèrent ainsi, rythmées par ces récits qui dessinèrent le portrait d'Émilie. Son premier jour d'école, sa passion pour les contes de fées, sa façon de chanter à tue-tête des chansons dont elle inventait les paroles, son étonnante gentillesse envers les animaux errants. Elle posait souvent des questions sur toi, avoua Clara. Surtout après avoir commencé l'école et vu les autres enfants avec leur père. Gabrielle sentit sa gorge se nouer. Que lui disais-tu ? La vérité en partie, que tu étais quelqu'un de bon, mais que tu vivais très loin, qu'un jour, peut-être, vous vous rencontreriez. Un silence s'installa, plein de regrets et de « et si ». Gabrielle finit par confesser, la voix rauque. « Je t'ai cherché, tu sais,
Pendant 2 ans, j'ai engagé des détectives privés, j'ai placé des annonces dans tous les journaux régionaux, j'ai contacté tous nos amis communs. Je sais, murmura Clara. Martine m'a dit que tu l'avais harcelée pendant des mois pour obtenir des informations. C'est pour ça que j'ai dû couper les ponts avec tout le monde, changer de numéro, déménager constamment. Elle hésita avant d'ajouter « J'ai failli revenir. Quand Émilie a eu son premier malaise à 3 ans, j'étais terrifiée, seule aux urgences de l'hôpital de Bordeaux. Mais ensuite, j'ai vu dans un magazine économique que tu venais de te fiancer avec cette héritière italienne. » Non, Sofia Ricci. Gabrielle secoua la tête, incrédule. C'était une rumeur lancée par son père pour faire monter la valeur de ses actions. Nous avons démenti la semaine suivante. Je ne me suis jamais fiancée, Clara. Il n'y a jamais eu personne d'important après toi. La 6e heure de l'opération était entamée quand le professeur Schmidt apparut brièvement pour leur donner des nouvelles. L'intervention se déroulait comme prévu, mais ils avaient redécouvert des complications supplémentaires qui allongeraient probablement la durée totale. Nous faisons également une correction de la valve tricuspide, qui présentait une malformation non détectée auparavant, expliqua-t-il avant de retourner au bloc. La tension était palpable. Clara se mit à arpenter nerveusement la pièce, incapable de rester assise plus longtemps. Gabriel, lui, restait immobile, comme pétrifié par l'angoisse. « Ma mère est morte ce matin », annonça-t-il soudain, presque malgré lui. Clara s'arrêta net, se tournant vers lui avec stupeur. « Gabriel, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Je ne voulais pas ajouter à ton stress avant l'opération. Et puis, je ne sais pas ce que je ressens exactement. » Elle vint s'asseoir près de lui, prenant sa main dans la sienne. Ce simple contact, ce réconfort offert malgré sa propre angoisse, toucha Gabriel profondément. « Tu as le droit d'être en colère contre elle, et le droit aussi de la pleurer, » murmura Clara. Les deux ne s'excluent pas. Il hocha la tête, reconnaissant pour cette permission tacite d'éprouver des sentiments contradictoires. « Après l'opération d'Émilie, il faudra que j'organise les funérailles. » La 8e heure de l'opération s'achevait quand la porte s'ouvrit à nouveau. Le professeur Leroy entra, accompagné du professeur Keller. Leurs expressions étaient indéchiffrables. Et pendant un instant terrifiant, Gabriel et Clara crurent au pire. « L'opération est terminée », annonça Leroy, un sourire épuisé éclairant finalement son visage. « Nous avons réussi à réparer toutes les malformations. Émilie a été transférée en soins intensifs, où elle restera sous surveillance constante pendant les prochaines 48 heures. » Clara s'effondra dans les bras de Gabriel, secouée de sanglots de soulagement. Il la serra contre lui, sentant ses propres larmes couler librement. « Quand pourrons-nous la voir ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Dans 1 heure environ, » répondit Keller. « Elle est encore sous l'effet de l'anesthésie et reste intubée pour l'instant, mais tout indique qu'elle devrait avoir une récupération complète. » Lorsqu'ils purent enfin entrer dans la chambre des soins intensifs, la vision d'Émilie les frappa de plein fouet. La petite fille semblait minuscule, au milieu des machines qui l'entouraient. Un tube sortait de sa bouche, relié à un respirateur, des électrodes couvraient sa poitrine, et plusieurs perfusions disparaissaient sous les bandages qui enveloppaient son petit corps, mais le moniteur cardiaque émettait des bips réguliers et forts. Ce nouveau rythme, stable et puissant, était la plus belle musique qu'ils aient jamais entendue. Gabriel s'approcha doucement du lit, observant avec émerveillement ce cœur réparé, qui battait désormais pleinement. Librement, dans ce bip régulier résonnait la promesse d'une vie normale, d'une enfance retrouvée, d'un avenir lumineux. Il prit délicatement la main inerte d'Émilie dans la sienne et murmura « La mère nous attend, ma princesse, la mère nous attend. » Les premières 24 heures après l'opération furent les plus critiques. Gabriel et Clara se relayaient au chevet d'Émilie, refusant de la laisser seule ne serait-ce qu'un instant. L'unité de soins intensifs, avec ses bips constants et ses lumières tamisées, était devenue leur univers tout entier. Émilie restait sous sédation, son petit corps luttant pour s'adapter aux changements majeurs que l'opération avait introduits. Le tube d'intubation avait été retiré le matin suivant l'intervention, remplacé par un masque à oxygène plus discret. Une cicatrice fraîche, protégée par un pansement stérile, traversait sa poitrine, marque visible du combat qu'elle menait. « C'est incroyable comme elle te ressemble », murmura Clara, alors qu'ils l'observèrent dormir paisiblement. La sédation avait été progressivement allégée, et les médecins s'attendaient à ce qu'Émilie reprenne conscience dans les heures suivantes. Gabriel sourit faiblement.
L'épuisement creusait ses traits, mais il refusait de quitter la chambre. « Tu trouves ? Je vois surtout tes expressions sur son visage. Cette façon qu'elle a de froncer légèrement les sourcils, même dans son sommeil. Elle a tes yeux, insista doucement Clara. Pas seulement la couleur, mais la forme, et ton menton, avec cette petite fossette. » Un silence confortable s'installa entre eux. Rythmé par la respiration régulière d'Émilie et les bips rassurants du moniteur cardiaque, ces derniers jours avaient transformé leur relation d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. L'urgence de la situation, la peur partagée, les veilles interminables. Tout cela avait créé un lien nouveau, différent de celui qu'ils avaient connu 8 ans plus tôt. « J'ai reporté les funérailles d'Élise à la semaine prochaine », dit Gabriel après un moment. Maurice s'occupe de tous les arrangements. Clara acquiesça, posant une main réconfortante sur son bras. « Tu devrais peut-être prendre quelques heures pour toi, aller te changer, te reposer un peu. »« Non, » répondit-il fermement. « Je ne veux pas qu'elle se réveille sans que je sois là. J'ai déjà manqué 7 ans de sa vie. Je ne manquerai pas 1 minute de plus. » La détermination dans sa voix émut Clara, qui aurait cru que Gabriel Moreau, l'implacable homme d'affaires que les magazines économiques surnommaient « l'empereur du béton », se transformerait en père aussi dévoué du jour au lendemain. « Comment était-elle, enfant ?» demanda soudain Gabriel, brisant à nouveau le silence. « Je veux dire, avant que sa maladie ne s'aggrave. » Clara sourit, ses yeux s'illuminant à ses souvenirs, intrépide, toujours en mouvement. À 2 ans, elle escaladait déjà tout ce qu'elle pouvait. Les chaises, les tables, les étagères, rien n'était hors de sa portée. Comme moi, rit doucement Gabriel. Ma mère disait toujours que j'avais donné ses premiers cheveux blancs quand j'ai décidé, à 3 ans, de grimper sur le toit du garage. La première fois qu'on a remarqué que quelque chose n'allait pas, poursuivit Clara, son sourire s'effaçant progressivement, c'était à la crèche de Lyon. Les éducatrices m'ont appelée parce qu'Émilie était devenue toute bleue après avoir joué dans la cour. Au début, les médecins ont pensé à de l'asthme. Ce n'est qu'après plusieurs examens qu'ils ont découvert sa cardiopathie. Gabriel serra les poings, la culpabilité l'étouffant à nouveau. Où était-il pendant que sa fille luttait pour respirer, en train de signer des contrats à millions dans son bureau climatisé ? « J'aurais dû être là », murmura-t-il, la voix étranglée. Clara secoua la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu ne savais pas, Gabriel. Si quelqu'un doit porter la culpabilité, c'est moi. J'aurais dû te chercher quand son état s'est aggravé. J'aurais dû avoir le courage de... » « Chut !» l'interrompit-il doucement. « Nous ne pouvons pas changer le passé. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, nous y sommes tous les deux, pour elle. » Un léger mouvement sous les paupières d'Émilie attira leur attention. Ses doigts tressaillirent légèrement et un petit gémissement s'échappa de ses lèvres. « Émilie » appela doucement Clara, se penchant au-dessus du lit. « Tu m'entends, ma chérie ?» Les paupières de la petite fille papillonnèrent, révélant finalement ses grands yeux bruns. Momentanément désorientée, « Maman » murmura-t-elle d'une voix rauque. À peine audible sous le masque à oxygène, Clara éclata en sanglots de soulagement, caressant délicatement les cheveux d'Émilie. « Oui, mon cœur, je suis là. Gabriel aussi est là. » Le regard d'Émilie se tourna lentement vers lui, encore embrumé par les médicaments. « L'ange » souffla-t-elle avec un faible sourire. Gabriel sentit son cœur se gonfler d'un amour si puissant qu'il en eut le souffle coupé. Il prit délicatement la petite main d'Émilie dans la sienne. « Bonjour, princesse. Tu as été très courageuse. »« Mon cœur, il est réparé » demanda-t-elle, luttant pour garder les yeux ouverts. « Complètement réparé » confirma Gabriel. « Et maintenant, il est plus fort que jamais. » Un sourire illumina le visage pâle d'Émilie avant qu'elle ne se rendorme doucement. Épuisé par ce bref moment de conscience, le professeur Leroy, qui surveillait de près son réveil, hocha la tête avec satisfaction. « C'est très encourageant. Sa réponse neurologique est excellente. Et les premiers paramètres sont tous positifs. » Les jours suivants marquèrent un lent mais constant retour vers la vie. Émilie passait de plus en plus de temps éveillée, récupérant progressivement ses forces. Le masque à oxygène fut remplacé par une simple canule nasale, puis finalement retiré complètement. Chaque petit progrès était célébré comme une victoire majeure. Gabriel se révéla être un conteur exceptionnel, inventant des histoires fantastiques pour distraire Émilie pendant les moments douloureux des soins ou les longues heures d'ennui. Des récits peuplés de princesses aventurières,
de dragons bienveillants et de royaumes merveilleux, où les petites filles pouvaient courir aussi vite que le vent. Et après, qu'est-ce qui arrive à la princesse Émilie ? Demandait souvent la petite fille, captivée par ces mondes imaginaires qui lui faisaient oublier momentanément les tubes et les machines qui l'entouraient. Après, répondait Gabrielle en lui caressant doucement la joue, elle découvre que sa force n'a jamais été dans son épée magique, mais dans son cœur courageux. Et grâce à cette force, elle peut accomplir tout ce qu'elle désire. Une semaine après l'opération, Émilie fut transférée dans une chambre normale, marquant une étape cruciale dans sa convalescence. Gabriel y avait fait installer un lit d'appoint pour Clara et un fauteuil confortable pour lui-même, transformant la pièce aseptisée en un espace presque familial. Ce soir-là, alors qu'Émilie dormait paisiblement, Gabriel et Clara se tenaient près de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. « Les funérailles d'Élise sont après-demain », rappela doucement Clara. Gabriel hocha la tête, son regard toujours fixé sur l'horizon urbain. Maurice dit que plusieurs personnalités importantes ont confirmé leur présence. Des politiciens, des chefs d'entreprise. « Y aura-tu un rôle particulier ?» demanda-t-elle avec précaution, consciente de la complexité des sentiments qu'il éprouvait envers sa mère. « Je prononcerai l'éloge funèbre », répondit-il après un moment d'hésitation. C'est ce qu'elle aurait voulu. Clara posa une main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Que vas-tu dire ?» Il sourit tristement. « La vérité, je suppose. Qu'elle était compliquée, qu'elle a fait des erreurs terribles, mais aussi qu'elle a eu le courage de demander pardon à la fin, qu'elle était imparfaite, comme nous tous. » Un silence méditatif s'installa entre eux, chacun perdu dans ses propres pensées. « Gabriel, » murmura finalement Clara, « j'aimerais venir aux funérailles, pour te soutenir, et aussi pour clore ce chapitre définitivement. » Il se tourna vers elle, surpris et touché par cette offre. « Tu n'es pas obligée, Clara, après tout ce qu'elle t'a fait. »« Je ne le fais pas pour elle, » expliqua-t-elle doucement. « Je le fais pour nous, pour notre avenir, pour Émilie. » Gabriel l'attira délicatement contre lui, dans leur première véritable étreinte depuis leur retrouvaille. Clara se blottit contre sa poitrine. Écoutant les battements réguliers de son cœur, si semblables à ceux d'Émilie sur le moniteur, « Notre avenir », répéta Gabriel, savourant ces mots qui, quelques semaines plus tôt, lui auraient semblé impossibles. Ça sonne bien, dans le lit non loin d'eux. Émilie sourit dans son sommeil, comme si même dans ses rêves, elle sentait que sa famille, longtemps brisée, commençait enfin à se reconstituer. Les funérailles d'Élise Moreau se déroulèrent sous un ciel parisien d'un bleu limpide, presque indécent pour une journée de deuil. L'église de la Madeleine, imposante avec ses colonnes corinthiennes, accueillait l'élite économique et politique française venue rendre un dernier hommage à la matriarche des Moreau, Gabrielle, élégant dans son costume noir sur mesure, se tenait droit comme un i à côté du cercueil drapé de fleurs blanches. Son visage impassible ne trahissait rien des émotions contradictoires qui l'habitaient. À ses côtés, Clara, vêtue d'une sobre robe noire, lui offrait sa présence comme un ancrage silencieux dans la tempête. L'éloge funèbre qu'il prononça surprit l'assemblée par son honnêteté sans fard. « Ma mère était une femme complexe », déclara-t-il d'une voix claire qui résonnait sous les voûtes séculaires. « Elle a commis des erreurs dévastatrices, guidée par ses propres blessures et ses peurs. Mais dans ces derniers moments, elle a trouvé le courage de regarder ses fautes en face et de demander pardon. C'est peut-être la plus grande leçon qu'elle m'ait jamais donnée, qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses torts et tenter de les réparer. » Les murmures discrets qui parcoururent l'assistance témoignaient de l'inconfort que cette franchise provoquait dans un milieu habitué aux demi-vérités polies et au silence complice. Mais Gabriel poursuivit, déterminé à honorer non pas le mythe de sa mère, mais la vérité complexe de qui elle était, après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient vers la réception organisée à l'hôtel Crillon. Gabriel entraîna Clara loin de la foule. Sa voiture les attendait, mais il donna une adresse inattendue au chauffeur. « Où allons-nous » demanda Clara, surprise. « La réception ? Maurice s'en occupera parfaitement », répondit Gabriel avec un petit sourire. « J'ai quelque chose de plus important à faire aujourd'hui. » La voiture les déposa rue de la Roquette, dans un quartier vivant du 11e arrondissement, bien loin des adresses prestigieuses fréquentées par les Moreau. Clara reconnut immédiatement l'endroit et sentit son cœur s'accélérer. « Notre café », murmura-t-elle.
contemplant la façade du petit Baltard, légèrement défraîchie mais toujours accueillante avec sa devanture rouge et ses tables en terrasse. Là où tout a commencé, confirma Gabriel en lui prenant délicatement la main, 8 ans plus tôt. Une averse soudaine avait poussé Clara, alors étudiante en design de mode, à se réfugier dans ce café. Gabriel y travaillait sur des plans d'architecture avant que son père ne décède subitement, le propulsant à la tête de l'empire familial, un café renversé, des excuses balbutiées, un sourire échangé, et le début d'une histoire d'amour que même les manipulations d'Élise n'avaient pas réussi à effacer complètement. Ils s'installèrent à la même table, près de la fenêtre. Le serveur, un homme d'âge mûr aux tempes grisonnantes, les reconnut après un moment d'hésitation. « Monsieur Gabriel, et Mademoiselle Clara, ça fait combien de temps ?»« Trop longtemps, Antoine, » sourit Gabriel. « 2 cafés, comme avant. » L'homme s'éloigna avec un clin d'œil complice, les laissant face à face dans ce lieu chargé de souvenirs. Un silence confortable s'installa entre eux, tandis que le café bourdonnait d'activité autour d'eux. « Pourquoi aujourd'hui ?» demanda finalement Clara, caressant distraitement le rebord de la table en bois usé. Gabriel contempla la rue animée à travers la vitre avant de répondre. « Enterrer ma mère, c'est aussi enterrer le passé, ses manipulations, ses mensonges. Mais avant de tourner définitivement cette page, j'ai besoin de revisiter notre histoire, notre vraie histoire, pas celle qu'elle a tenté de réécrire. » Après le café, ils entamèrent un véritable pèlerinage à travers leur passé commun. La voiture les déposa d'abord devant l'ancienne école de mode où Clara étudiait, puis devant le petit appartement de Montreuil où elle vivait à l'époque. « Tu te souviens de cette fenêtre qui fermait mal et qui laissait passer tous les courants d'air ?» sourit-elle en contemplant l'immodeste immeuble aux façades défraîchies. « Comment l'oublier ? J'ai failli mourir de froid la première fois que j'ai dormi chez toi, » rit Gabriel. « On avait empilé 3 couvertures et tu portais ces grosses chaussettes en laine que ta grand-mère t'avait tricotées. Ces réminiscences, douces, amères, tissaient peu à peu un pont par-dessus l'abîme des années perdues. Chaque lieu visité ravivait des fragments de leur histoire commune. Le marché aux puces où ils chinèrent le dimanche, le pont des Arts où Gabriel l'avait embrassé pour la première fois sous une pluie battante, le parc des Buttes-Chaumont où ils avaient pique-niqué tant de fois en rêvant à leur avenir. « C'est ici que je voulais t'emmener ce week-end-là », révéla Gabriel alors qu'il s'arrêtait devant un élégant immeuble haussmannien près du canal Saint-Martin. « J'avais repéré cet appartement, 3e étage, vue sur le canal, une petite terrasse. Je voulais te proposer d'y emménager ensemble. » Clara sentit sa gorge se nouer. « Et c'est ce week-end-là que je devais t'annoncer pour ma grossesse. » Leurs regards se croisèrent, lourdes de ce que la vie aurait pu être si Élise n'avait pas interféré. Tant d'anniversaires manqués, de premières fois perdues, de moments quotidiens qui ne reviendraient jamais. « Je suis désolée, Gabriel, » murmura Clara, les larmes aux yeux. « J'aurais dû avoir confiance en toi. Te parler de la visite de ta mère, te donner la chance de choisir, et moi, j'aurais dû voir ce qu'elle tramait, » répondit-il doucement. « J'aurais dû te protéger d'elle, être plus fort, plus présent. Nous avons tous les deux commis des erreurs. » Clara, leur dernière étape fut le jardin du Luxembourg. Baignés dans la lumière dorée du soleil couchant, ils marchèrent lentement le long des allées soignées, observant les enfants qui jouaient autour du bassin central, insouciants et libres. « Émilie aurait adoré cet endroit », remarqua Clara avec un sourire nostalgique. « Elle a toujours été fascinée par l'eau. À Lyon, nous habitions près d'une fontaine, et elle pouvait rester des heures à la contempler. Nous l'emmènerons ici dès qu'elle sortira de l'hôpital, » promit Gabriel. « Ah, et partout ailleurs où elle voudra aller. » Ils s'assirent sur un banc face au palais, épaule contre épaule, savourant ce moment de paix après les montagnes russes émotionnelles des dernières semaines. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Clara. Formulant enfin la question qui planait entre eux depuis leur retrouvailles, Gabriel réfléchit un instant, mesurant soigneusement ses mots. « Je pense qu'il ne s'agit pas de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Trop de choses ont changé. Nous avons changé. » Clara hocha la tête, une pointe de déception traversant son regard malgré elle. « Mais, » poursuivit-il en prenant délicatement sa main, « je crois que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, de plus profond, parce que nous savons maintenant le prix de ce que nous avons perdu. » Il se tourna vers elle, plongeant son regard dans le sien. « Je ne te demande pas de répondre maintenant. Prenons le temps, Clara, pour Émilie, pour nous. Apprenons à nous redécouvrir.
Le soleil disparaissait derrière les arbres, nimbant le jardin d'une lueur ambrée. Clara serra la main de Gabriel dans la sienne. Ce simple contact portant la promesse de possibilités nouvelles. « L'appartement où je vis avec Émilie est minuscule, » dit-elle soudain. « Et le bail se termine le mois prochain. » Gabriel sourit, comprenant l'ouverture qu'elle lui offrait. La maison familiale est immense et terriblement vide. Émilie y aurait un jardin, sa propre chambre. Ce serait peut-être trop ? Trop vite, objecta doucement Clara. L'aile ouest a son propre accès, presque comme un appartement indépendant, suggéra-t-il. Vous pourriez y avoir votre espace à vous, et nous pourrions avancer à notre rythme. Le téléphone de Gabriel vibra dans sa poche. C'était l'hôpital. Le visage du jeune homme s'illumina tandis qu'il écoutait. « Bonne nouvelle », annonça-t-il en raccrochant. « Les derniers résultats d'Émilie sont excellents. Si tout continue comme ça, elle pourra sortir dans une semaine. » Clara sourit, les yeux brillants d'émotion. Une semaine pour préparer sa chambre. Alors, cette simple phrase, cette acceptation tacite de sa proposition, remplit Gabriel d'un bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ils se levèrent d'un même mouvement, prêts à retourner auprès d'Émilie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors qu'ils quittèrent le jardin, main dans la main, Gabriel réalisa que cette journée qui avait commencé dans le deuil s'achevait sur une promesse de renouveau. Ils ne pouvaient pas effacer le passé, mais ils pouvaient en choisir de construire leur avenir. Ensemble, j'ai des papillons plein le ventre, murmura Émilie, son petit visage illuminé par un sourire nerveux alors que l'infirmière retirait délicatement sa perfusion pour la dernière fois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'opération, et ce jour tant attendu était enfin arrivé. Celui de sa sortie de l'hôpital, la petite fille, assise sur le bord de son lit dans une jolie robe jaune que Gabriel lui avait offerte, balançait ses jambes avec impatience. « Tu es prête pour ta grande aventure ?» demanda le professeur Leroy qui venait d'entrer pour un dernier examen. « Plus que prête !» s'exclama Émilie avec un enthousiasme qui fit sourire tous les adultes présents. Le médecin ausculta son cœur avec attention, écoutant les battements désormais réguliers et forts. « C'est parfait !» déclara-t-il finalement en retirant son stéthoscope. « Tu as le cœur d'une championne maintenant. » Gabriel et Clara échangèrent un regard ému. Ces semaines avaient été éprouvantes. Mais voir leur fille retrouver progressivement ses forces valait tous les sacrifices. « N'oubliez pas », rappela le professeur en se tournant vers les parents. « Pas d'efforts violents pendant le premier mois. Des visites de contrôle hebdomadaires. Et au moindre signe inhabituel, vous nous appelez immédiatement. » Gabriel hocha la tête, mémorisant scrupuleusement chaque consigne. Ces dernières semaines, il avait surpris tout le monde, Clara la première, par sa capacité à intégrer rapidement toutes les informations médicales concernant Émilie. Lorsque l'heure du départ sonna enfin, l'étage pédiatrique tout entier semblait s'être mobilisé pour dire au revoir à leurs petites patientes exceptionnelles, infirmières, médecins, personnel de nettoyage. Tous ceux qu'Émilie avait charmés par son courage et sa vivacité étaient présents pour lui souhaiter bonne chance. « Tu reviendras nous voir, mais juste pour dire bonjour, d'accord ?» plaisanta une infirmière en lui tendant un petit paquet enrubanné. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent en découvrant le cadeau. Un stéthoscope miniature. « Comme ça, je pourrais écouter mon cœur comme vous. » s'émerveilla-t-elle. Le trajet en voiture fut un moment de découverte pure pour Émilie. Après près d'1 mois confinée entre les murs de l'hôpital, chaque détail du monde extérieur semblait nouveau et fascinant. Les couleurs vives des vitrines, le mouvement incessant des piétons, les arbres qui commençaient à se parer de leur feuillage printanier. « C'est grand, Paris !» souffla-t-elle, le nez collé à la vitre. « Bien plus grand que dans mes souvenirs. » Clara sourit, émue par cette remarque qui rappelait combien la perception du monde changeait avec l'âge et les circonstances. Pour Émilie, cette sortie marquait bien plus qu'une simple guérison. C'était une renaissance, un nouveau départ. Lorsque la voiture franchit enfin les grilles imposantes de la propriété des Moreau, la petite fille eut un mouvement de recul instinctif. « C'est un château ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés devant la majestueuse demeure de pierre. Gabriel rit doucement. « Presque. C'était la maison de ma famille depuis plusieurs générations. Et maintenant, si tu veux bien, ce sera aussi la tienne. » La voiture s'arrêta devant le perron, où Maurice attendait, impeccable dans son costume sombre. À ses côtés se tenait une femme d'âge moyen au sourire chaleureux. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Émilie », déclara solennellement le majordome en s'inclinant légèrement.
Je suis Maurice, et voici Madame Béatrice, qui s'occupe de la maison. Nous sommes très heureux de vous accueillir. » Émilie, soudain timide face à cet accueil cérémonieux, s'accrocha à la main de sa mère. Clara elle-même semblait intimidée de revenir dans cette maison où elle n'avait connu que froideur et rejet. Sentant leur malaise, Gabrielle intervint avec douceur. « Et si nous montrions à Émilie sa chambre, je crois qu'une surprise l'y attend. » Le visage de la petite fille s'illumina instantanément. « Une surprise ? Pour moi ?» Gabrielle la guida à travers le grand hall d'entrée. Puis, par un couloir menant à l'aile ouest de la demeure, Clara suivait, observant avec étonnement les changements subtils mais significatifs dans la décoration, les portraits austères et les antiquités précieuses qui dominaient autrefois avaient fait place à des œuvres plus chaleureuses, des paysages lumineux et des bouquets de fleurs fraîches qui adoucissaient l'atmosphère. « Voilà », annonça Gabrielle en s'arrêtant devant une porte en bois clair. « Ta nouvelle chambre. » Émilie ouvrit timidement la porte et resta figée sur le seuil. Bouche bée, la pièce spacieuse était une vision sortie tout droit d'un conte de fées. Les murs avaient été peints d'un bleu ciel délicat, parsemé de nuages floconneux. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, drapé de voilages légers. Une bibliothèque garnie de livres colorés occupait un pan de mur entier, tandis qu'un coin était aménagé avec une petite table et des fournitures de dessin. Mais ce qui captiva immédiatement l'attention d'Émilie fut l'immense fresque murale représentant un château au bord de la mer, avec des dauphins bondissant dans les vagues et des oiseaux dansant dans le ciel. « C'est comme dans tes histoires, Gabrielle », s'écria-t-elle, émerveillée. « J'ai engagé un artiste pour peindre ce que tu m'as décrit comme ton endroit rêvé, » expliqua-t-il, ému par sa réaction. « Tu te souviens, quand tu m'as parlé de ce château au bord de l'océan, où les princesses pouvaient nager avec les dauphins ?» Émilie hocha vigoureusement la tête, puis s'élança dans la pièce. Touchant avec précaution chaque nouvel objet, chaque trésor, elle découvrit une armoire remplie de vêtements neufs, un coffre débordant de jouets, et même un petit aquarium avec des poissons multicolores. Clara s'approcha de Gabrielle, le regard brillant d'émotion. « Quand as-tu eu le temps d'organiser tout cela ?»« J'ai eu de l'aide, » sourit-il. Maurice a coordonné une équipe entière de décorateurs qui ont travaillé jour et nuit. Je voulais que ce soit parfait pour son arrivée. Pendant qu'Émilie explorait son nouveau royaume, Gabrielle montra à Clara le reste de l'aile ouest. Un salon confortable, une petite cuisine équipée et une chambre élégante qui serait la sienne. Comme je te l'avais dit, cette aile est pratiquement indépendante, expliqua-t-il. Vous pouvez y vivre à votre rythme, avec toute l'intimité nécessaire. Clara caressa du bout des doigts le couvre-lit en soie, profondément touchée par cette attention. C'est généreux, Gabrielle. Ce n'est pas de la générosité, corrigea-t-il doucement. C'est simplement ce que vous méritez, toi et Émilie. Un nouveau départ, sans pression. Ils retournèrent dans la chambre d'Émilie, où la petite fille n'avait découvert une porte-fenêtre donnant sur un balcon. De là, on apercevait l'immense jardin de la propriété, avec ses allées soignées, ses fontaines élégantes, et plus loin, un kiosque entouré de rosiers. « Est-ce que je pourrais courir dans le jardin ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr », répondit Gabrielle. « Dès que le médecin te donnera son feu vert pour les activités physiques, en attendant, nous pouvons nous y promener tranquillement. » Le reste de la journée fut consacré à une exploration en douceur de leur nouvel environnement. Gabrielle les guida à travers les pièces principales de la demeure, racontant parfois une anecdote liée à tel tableau ou tel meuble ancien. Émilie buvait ses paroles, fascinée par ces histoires de famille, qui, réalisait-elle peu à peu, étaient aussi une partie de sa propre histoire. Le dîner fut servi dans la petite salle à manger de l'aile ouest. Un repas simple mais délicieux préparé par Béatrice qui avait pris soin de se renseigner sur les plats préférés d'Émilie. La petite fille, malgré l'excitation de la journée, commençait à montrer des signes de fatigue. « Je crois qu'il est temps pour une certaine princesse d'aller essayer son nouveau lit », suggéra doucement Clara, en voyant sa fille étouffer un bâillement. La routine du coucher, établie à l'hôpital, se poursuivit naturellement dans ce nouvel environnement. Clara aida Émilie à enfiler son pyjama et à se brosser les dents, tandis que Gabrielle attendait dans la chambre pour l'histoire du soir. Un rituel qu'il avait instauré dès les premiers jours et qu'Émilie adorait. « Ce soir, commença-t-il lorsqu'elle fut installée sous ses couvertures, je vais te raconter l'histoire d'une petite fille très courageuse qui,
après avoir vaincu un dragon, découvre un château magique où les rêves deviennent réalité, Émilie s'endormit avant même la fin du récit. Un sourire paisible flottant sur ses lèvres, Clara remonta délicatement la couverture sous son menton et déposa un baiser sur son front. Elle est épuisée, murmura-t-elle en rejoignant Gabriel près de la porte. C'est normal, répondit-il sur le même ton. Tant d'émotions et de découvertes en une seule journée. Ils sortirent silencieusement, laissant la porte entr'ouverte et une veilleuse allumée. Dans le couloir, ils s'arrêtèrent un instant, savourant ce moment de calme, après des semaines de tempête émotionnelle. « Merci, Gabriel », dit simplement Clara, « pour tout ceci, pour lui offrir ce nouveau départ. » Il sourit, effleurant doucement sa joue du bout des doigts. « Je nous l'offre à tous les trois, Clara. Une chance de devenir la famille que nous aurions toujours dû être. » Cette nuit-là, dans le silence de la grande demeure enfin apaisée, 3 cœurs battaient à l'unisson. Celui d'Émilie, réparé et plus fort que jamais, celui de Clara, qui réapprenait lentement à faire confiance, et celui de Gabriel, qui découvrait enfin le véritable sens du mot « famille ». 1 an s'était écoulé depuis ce jour pluvieux, où Clara et Émilie étaient réapparues dans la vie de Gabriel, une année de guérison, de redécouverte et de reconstruction, ponctuée de moments aussi ordinaires que précieux. La métamorphose d'Émilie avait été spectaculaire. De la petite fille, pâle et fragile, qui peinait à respirer, elle s'était transformée en une enfant vibrante, pleine d'énergie et de curiosité. Les contrôles médicaux réguliers confirmaient tous la même chose. Son cœur fonctionnait parfaitement, sans aucune séquelle de sa condition antérieure. « C'est comme si elle rattrapait tout le temps perdu », remarqua Clara un matin de juin, en observant sa fille, qui courait après un papillon dans le jardin de la propriété. Gabriel sourit, savourant son café sur la terrasse ensoleillée. « Elle n'est pas la seule. » Cette simple réponse résumait leur propre cheminement. Fidèle à sa promesse, Gabriel leur avait laissé tout l'espace nécessaire. L'aile ouest était devenue leur refuge, un territoire où Clara pouvait maintenir son indépendance, tout en permettant à Émilie de s'épanouir dans ce nouvel environnement. Progressivement, naturellement, les frontières s'étaient estompées, les dîners pris ensemble dans la grande salle à manger devinrent une habitude, les soirées cinéma du vendredi, où ils se blottissaient tous les 3 dans le home cinéma pour regarder des films d'animation, devinrent un rituel sacré, les week-ends d'exploration, où Gabriel les emmenait découvrir des coins méconnus de la France, tisser peu à peu la toile d'une vie familiale qu'il construisait jour après jour. La relation entre Gabriel et Clara évoluait à son propre rythme. Prudent mais constant, les barrières érigées par 8 années de séparation et de méfiance s'effritaient lentement, remplacées par une complicité plus profonde, plus mature que celle de leur première histoire. Un soir, alors qu'Émilie dormait depuis longtemps, ils s'étaient retrouvés dans la bibliothèque, partageant un verre de vin devant la cheminée. Sans préambule, Clara lui avait demandé « Es-tu heureux, Gabriel ?» Il avait pris le temps de considérer cette question avec une honnêteté qui caractérisait désormais leurs échanges. « Je ne crois pas avoir jamais été aussi complet », avait-il finalement répondu, « même si j'ai encore du mal à me pardonner les années perdues. » Clara s'était approchée, posant délicatement sa main sur la sienne. « Peut-être est-il temps que nous arrêtions de regarder en arrière. » Ce soir-là, pour la première fois depuis leur retrouvaille, leurs lèvres s'étaient retrouvées dans un baiser aussi tendre qu'hésitant. Comme une première fois, à la fois familière et nouvelle. Depuis, leur relation s'était épanouie avec la même patience qu'ils appliquaient à tous les aspects de leur nouvelle vie. Émilie observait cette évolution avec une joie non dissimulée, commentant parfois avec la franchise désarmante propre aux enfants. « Quand est-ce que vous allez vous marier comme dans les contes de fées ?» Gabriel avait créé une fondation portant le nom d'Émilie, dédiée à financer des opérations cardiaques pour des enfants défavorisés. Clara, redécouvrant sa passion pour la mode, avait commencé à concevoir une ligne de vêtements adaptés aux enfants hospitalisés, colorés, confortables et pratiques pour les soins médicaux. Et aujourd'hui, 1 an exactement après la sortie d'Émilie de l'hôpital, il s'apprêtait à tenir une promesse. « Tu es prête, princesse ?» demanda Gabriel en frappant doucement à la porte de la chambre d'Émilie. La petite fille émergea, radieuse dans sa nouvelle robe d'été, un chapeau de paille posé sur ses boucles brunes. Plus que prête, on y va maintenant. Gabriel hocha la tête, amusé par son impatience. La voiture nous attend. Ta mère a terminé de préparer le pique-nique. Ils descendirent tous les 3, chargés de sacs et de valises,
Maurice les attendait près de la Mercedes, aidant à charger les bagages. « Tout est prêt pour votre séjour, monsieur », annonça-t-il. La villa a été aérée, le réfrigérateur approvisionné, et j'ai pris la liberté de faire livrer ces bouquets de fleurs fraîches que mademoiselle Clara apprécie tant. « Merci pour tout, Maurice », répondit Gabriel avec chaleur. Le fidèle majordome s'était révélé être un allié précieux dans cette année de transition. Veillant discrètement au confort de tous, le trajet vers Nice fut joyeux, ponctué des exclamations émerveillées d'Émilie qui découvrait les paysages changeants de la France. À mesure qu'ils s'approchèrent de la Méditerranée, l'excitation de la petite fille grandissait. Elle avait attendu ce moment depuis que Gabriel lui avait fait cette promesse. Dans sa chambre d'hôpital, 1 an auparavant, la villa que possédait Gabriel sur les hauteurs de Nice offrait une vue imprenable sur la baie des Anges. Dès leur arrivée, Émilie se précipita sur la terrasse, les yeux écarquillés devant l'immensité bleue qui s'étendait à l'horizon. « C'est encore plus grand que dans les livres !» s'écria-t-elle. Émerveillée, sans même défaire les valises, ils se changèrent et descendirent directement à la plage privée en contrebas de la propriété. Émilie, qui avait pris des cours de natation durant l'année, piétinait d'impatience tandis que Clara l'enduisait méticuleusement de crème solaire. « Voilà, tu peux y aller », l'autorisa finalement sa mère. « Mais tu restes où tu as pied, d'accord ?» La petite fille ne se le fit pas dire 2 fois. Avec un cri de joie, elle s'élança vers les vagues, suivie de près par Gabriel, qui veillait sur elle comme une ombre protectrice. Clara les observait depuis la plage, émue par ce tableau parfait. Gabriel, habituellement si élégant dans ses costumes sur mesure, éclaboussait maintenant joyeusement Émilie, ses pantalons de lin retroussés jusqu'aux genoux. Les éclats de rire de sa fille résonnaient comme la plus belle des musiques, effaçant définitivement les années de douleur et d'inquiétude. Le soir venu, après un dîner sur la terrasse baignée par la lumière dorée du couchant, Émilie s'endormit rapidement, épuisée par les émotions et les jeux de la journée. Clara l'aborda tendrement, admirant les traces de sel séché sur ses joues hâlées par le soleil. Marque d'un bonheur simple et parfait, elle rejoignit Gabriel sur la terrasse, où il l'attendait avec 2 verres de champagne. La lune se reflétait sur la mer, dessinant un chemin argenté sur les vagues. « À nous », proposa-t-il en lui tendant une coupe. « À nous », confirma-t-elle en faisant teinter son verre contre le sien. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant la beauté paisible de la nuit méditerranéenne. « J'ai quelque chose pour toi », dit soudain Gabriel, sortant une petite boîte de sa poche. Le cœur de Clara s'accéléra. « Gabriel, ne t'inquiète pas », sourit-il, devinant son appréhension. « Ce n'est pas ce que tu crois. Pas encore. Quand ce moment viendra, je veux qu'il soit parfait, que tu sois absolument prête. » Il ouvrit l'écrin, révélant une délicate chaîne en or blanc, à laquelle pendait une petite clé sertie de diamants. « La clé de ton cœur », plaisanta doucement Clara, touchée malgré elle par le romantisme du geste. « Presque », répondit-il. « C'est la clé de la maison de mon grand-père, sur cette plage. » Il désigna d'un geste une élégante maison blanche, visible un peu plus loin sur la côte. « Le cottage où j'ai passé mes plus beaux étés d'enfance, j'ai pensé que ce serait un bon endroit pour demain. » Clara le regarda, intriguée. « Demain. » Un sourire mystérieux flotta sur les lèvres de Gabriel. Une petite cérémonie. Rien d'extravagant, juste nous 3, le maire de Nice qui est un vieil ami, et la mère comme témoin. La compréhension illumina progressivement le visage de Clara. « Tu as organisé notre mariage. Seulement si tu le souhaites, » précisa-t-il rapidement. « Si c'est trop tôt, nous pouvons simplement profiter de ces vacances. » Et elle l'interrompit d'un baiser, toutes ses hésitations balayées par la certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé sa place. « Oui », murmura-t-elle contre ses lèvres. « 1000 fois oui. » Le lendemain, à la tombée du jour, une petite silhouette en robe blanche marchait le long de la plage, répandant des pétales de rose sur le sable. Émilie prenait son rôle de demoiselle d'honneur très au sérieux, concentrée sur sa tâche, mais ne pouvant s'empêcher de sourire largement. Derrière elle, Clara avançait pieds nus dans le sable tiède, vêtue d'une simple robe de mousseline ivoire qui dansait dans la brise marine. Ses cheveux, libres et ornés de quelques fleurs, encadraient de son visage rayonnant de bonheur. Gabriel l'attendait près de l'eau, élégant dans son costume clair, le maire à ses côtés. Son regard ne quitta pas un instant Clara tandis qu'elle s'approchait, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore à nouveau. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur,
Il lui prit délicatement les mains, y déposant un baiser révérencieux. « Je promets, dit-il d'une voix claire qui portait au-dessus du murmure des vagues, que chaque jour sera une célébration de cette seconde chance que la vie nous a offerte. Je promets d'être à tes côtés dans la joie comme dans les épreuves, de chérir notre famille plus que tout au monde, et de ne jamais tenir pour acquis le miracle qui nous a réunis. » Clara, les yeux brillants de larmes de joie, lui répondit avec une émotion égale. « Je promets d'avoir foi en nous, en notre avenir, en la force de notre amour qui a survécu malgré tout. Je promets de construire avec toi une famille où Émilie pourra s'épanouir entourée d'amour et de sécurité, et je promets de me rappeler chaque jour que le véritable amour trouve toujours son chemin. Peu importe les obstacles. » Émilie, qui observait la scène avec un mélange de solennité et d'excitation, s'approcha timidement, tendant l'écrin contenant les alliances. « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa maintenant ?» demanda-t-elle à Gabriel tandis qu'il glissait la bague au doigt de Clara. Un sourire éblouissant illumina son visage. « Rien ne me rendrait plus heureux, princesse. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, les trois silhouettes enlacées se découpaient contre la mer infinie, symbole parfait d'une famille enfin réunie, d'un amour qui avait traversé l'épreuve du temps, et d'un avenir aussi vaste et prometteur que l'océan lui-même. Car comme Gabriel l'avait toujours dit à Émilie dans ses histoires du soir, le véritable amour trouve toujours son chemin pour revenir à la maison. Peu importe les années ou les kilomètres qui séparent les cœurs destinés à battre ensemble,